Donc il est temps maintenant de parler quand même de ce fœtus et ça va être la tâche de François Farge qui est lui aussi gynécologue, obstétricien, mais, enfin pas mais, et échographiste attaché à l'hôpital des Diaconesses à Paris et qui va nous parler de ce qu'il appelle la clinique du fœtus ou l'observation de la vie fœtale en présence des parents. Et voilà, on avait jusqu'à maintenant l'observation des bébés, l'observation du bébé qui a été très très développée, et on peut maintenant avoir l'observation du fœtus. Absolument. Donc bonjour à tous et merci à Michel Dugnat et puis à Françoise Cahen qui m'ont invité. Et avec grand plaisir que je suis ici. Je retrouve Cerisy après une intervention du groupe ECHO en 98. Donc, alors c'est la suite des travaux. Donc j'ai une longue expérience d'obstétricien depuis. Bon, ça a commencé à la pitié quand même, en 77. T'étais pas encore là. Et puis j'exerce maintenant en tant qu'échographiste et en procréation médicale, donc à l'hôpital des Diaconesses, comme tu viens de l'annoncer. Donc je travaille donc avec Françoise Cahen dans le groupe de groupe ECHO et également avec Nicole Farge, psychanalyste qui est parmi nous. Donc c'est un parcours. Alors pour être clair, je ne vais pas vous parler de l'obstétrique. L'obstétrique, on l'a fait de la même façon, effectivement. La MP, on l'a fait. L'obstétrique, on fait effectivement notre travail, l'écomorphologique. Monsieur de Marc Demergue est notre président du réseau Paris-Est. Et bien sûr, on a un travail en commun pour le dépistage, ça c'est évident. Bon. Mais à part ce travail d'obstétricien, donc, il y a un travail autour du groupe de recherche et d'études des fœtus qu'on observe en échographie. Donc c'est vraiment dans ce cadre que je vais vous parler, c'est-à-dire de ce que l'échographiste peut recueillir de l'observation de la vie fœtale, et ceci en présence des parents. Donc il s'agit vraiment de quelque chose à côté. Et deuxième volet, ce sera l'étude des jumeaux, à laquelle je me consacre, qui est la situation idéale pour introduire de l'autre dans la cavité utérine, c'est-à-dire à la recherche d'une ébauche de différenciation entre un protomois et l'autre. Donc alors évidemment, tous les psys doivent réagir, il faut une grande prudence dans l'observation pour ne pas projeter des intentions, des compétences qui seraient adultomorphiques par rapport à ce qui est observé. Alors, on va enchaîner. Donc c'est le langage du corps du fœtus qui nous permet d'inférer une vie psychique, une statu nascendi, pendant l'échographie. Le fœtus nous parle, comme vous le voyez sur cette image. Ah, ça y est, c'est bon. Le fœtus nous parle, donc. Vous voyez, c'est assez évident. Il a la bouche ouverte. Donc, bon, je les gérerai on verra sur le. Donc, il fait des expériences de vie. Et l'échographie est bien la seule pratique qui permet une étude in vivo de ce qui se passe in vivo dans la vie intra-utérine. Donc, c'est le langage du fœtus qui se manifeste, on le sait, très précocement. Dès le premier mois de grossesse par des mouvements, des comportements, des interactions sensorimotrices. Ces mouvements sont de différents types, spontanés, réflexes, orientés ou réactionnels. Ils vont évoluer au cours de la grossesse, mais aussi au cours d'un même examen. On va le voir par plusieurs séquences où un mouvement va se préciser. Je vais donc vous montrer pour commencer des mouvements précoces lors d'une échographie d'un fœtus de 1 mois et demi qui mesure 32 mm, 3 cm. Pour continuer, je vous présenterai un document unique dans la littérature. Suite à la formation d'un caillot sanguin lors d'une amniosynthèse, j'ai pu observer en direct les réactions du fœtus face à ce corps étranger dans son milieu. Nous l'avons appelé ce film « Le fœtus au ballon ». Je vous ferai enfin découvrir la saga des jumeaux, qui commence par s'ignorer jusqu'à 2 mois et demi de grossesse, pour ensuite transformer la cavité utérine en une salle de jeu, voire en un ring de boxe, vous allez le voir tout à l'heure. Donc c'est le contexte de cette recherche qu'on reprendra ce soir de façon plus détaillée, en parlant surtout du cadre et de l'interaction avec les parents, en vous montrant 2 films en live avec les paroles des parents et mes interventions pendant l'échographie. Ce sera un peu plus ludique, ce ne sera pas des courtes séquences comme ça, et ça vous fera rentrer dans ma consultation. Donc le mouvement est observable dès le premier mois de gestation.
hein, et les 5 sens se développent de façon précise au niveau de la chronologie. Je vais vous parler d'abord du sens de la fonctionnalité du toucher dès 1 mois, et on va le voir sur les photos, puis celle de l'olfaction et du goût, qui sont les sens proximaux. Dès le 6e mois, début de l'audition. Enfin, la vision est plus tardivement fonctionnelle, 7e mois de grossesse. Et ce sont les sens proximaux qui permettent une adaptation du fœtus à son milieu. Donc le mode d'expression des sens, c'est la réponse motrice. Caresse, toucher, coup, rythmie, préhension. En anténatal, le mouvement est un organe des sens, en fait, est comme un organe des sens, en ce qu'il va à la rencontre du monde utérin. Hein, donc il s'agit bien d'expériences sensorimotrices. Et les images d'échographie que vous verrez sont difficiles à interpréter, donc j'ai sélectionné de courtes séquences qui demandent à être un peu décodées. Voici donc pour commencer un film montrant le mouvement d'un petit fœtus. Donc ce dont je vous ai parlé, il mesure 32 mm, très précoce, 1 mois et demi. Et vous allez voir qu'il palpe son cordon à plusieurs reprises, ce qui n'a rien à voir avec un balayage aléatoire de la cavité. Donc vous voyez le fœtus de profil. Je vais voir. La souris, ouais, bof, la souris, elle n'est pas branchée. Donc vous voyez ce fœtus de 1 mois et demi. Et vous voyez la main ici qui s'agite et qui va vers le bas. Pour l'instant, on ne voit pas trop pourquoi. Hein, on observe 2-3 petits mouvements de la main vers le bas. Voilà, comme ça, impalpé. Et vous allez découvrir qu'en fait, c'est le cordon qui le palpe. Vous voyez ici, l'image, c'est le cordon. Et le mouvement se précise. L'autre main, le cordon, vous voyez là, avec la main qui se rapproche, l'autre main, le cordon ici, l'autre main. Et là, vous allez voir comme un palpé du cordon. Vous voyez qu'au fur et à mesure de l'examen, regardez comme un palpé là. Hein, il caresse le cordon ici. Hein, 32 mm, c'est quand même un peu extraordinaire. Là, il s'agite un petit peu. Donc voilà un premier exemple de ce que peut faire un fœtus de 3 cm. Puis je vais vous présenter un extrait d'un fœtus qui va toucher son bourgeon génital. Là, nous sommes à 3 mois et demi de grossesse. Hein, le fœtus fait 10 cm. Et vous allez voir qu'il découvre son bourgeon génital. Alors le fœtus de profil, hein, vous voyez les mains. Et vous voyez la main déjà qui vient toucher ici. Là, il y a comme un petit coup. Une deuxième approche. Hein, vous voyez les jambes. Le petit bourgeon génital ici, hein, hop, il le tape. Vous allez voir l'autre main se rapprocher au-dessus. Il le tape encore une fois. Hop, et l'autre main qui vient appuyer sur le bourgeon génital. Accessoirement, je vous précise que ce fœtus est un fœtus de sexe féminin. Nous le saurons à l'échographie suivante. Sucer son pouce. Alors là, c'est un peu plus tardif. Pour continuer, voilà, il est à 5 mois de grossesse. Et donc, je vais vous montrer une photo où on voit vraiment les 5 doigts, le pouce qui arrive dans la bouche. Vous voyez dès que la bouche commence à s'ouvrir. Hein, sur celle-ci, j'ai la photo. On n'a pas passé la totalité du film. Et donc, là, je vais reprendre les données de Maiello, Suzanne Maiello, qui a beaucoup travaillé là-dessus, qui explique que sucer son pouce, c'est un mouvement complexe et coordonné, hein, qu'elle distingue un contenant, un contenu, le vide et le plein, la réunion et la séparation, l'ouverture et la fermeture. Autant d'expériences qui vont s'engrammer. La succion auto-érotique dont parle Freud se développe par étayage à partir de la satisfaction du besoin. Et en fait, il y aurait un temps antérieur, anténatal. Et je vous renvoie aux travaux de Sylvain Missonnier sur le sujet, hein, qui interviendra, je crois, en fin de semaine. Ensuite, je vais vous parler de ce fameux fœtus au ballon. Donc la myosynthèse. Donc c'est le premier film du fœtus au ballon. Il s'agit de la formation d'un caillot pendant une amyosynthèse. Le fœtus, dans un premier temps, va palper l'aiguille de la myosynthèse, vous allez le voir. La séquence date de l'année 2000, donc vous verrez que les images sont un peu difficiles à lire.
Là, j'ai besoin de ma souris pour vous les montrer, parce que ce n'est pas forcément évident. Donc voilà mon aiguille qui va arriver ici. Hop, je palpe, voilà, j'ai trouvé une petite cavité liquidienne ici. Vous avez le placenta en arrière. Là, c'est la main du fœtus. Oui, c'est la main. Et ça, c'est la tête du fœtus. Il met même sa main à sa bouche. Hein. À l'époque, c'était magnifique. Hein. Donc maintenant, heureusement, les images ont évolué. Et ensuite, vous allez voir, là, il a la main à sa bouche. On a l'impression qu'il ne s'occupe pas de l'aiguille. Mais vous allez voir ensuite la main monter vers l'aiguille. Voilà, là, il donne un coup sur l'aiguille. Hein, la main derrière sa tête qui redonne un coup sur l'aiguille. Il vient par au-dessus. Vous allez voir la deuxième main se rapprocher et venir par en haut. Regardez la deuxième main qui vient ici. Il enserre l'aiguille avec les deux mains. Il donne un coup de coude. Donc voilà les images qu'on pouvait obtenir et qui pour nous étaient magiques d'observer ça dans les années 2000. Et ce fœtus va ensuite partir à la découverte du caillot qui forme comme un ballon souple de 4 cm. Tout ce film-là, il a déjà été publié. Je ne vous le passe pas parce que 11 ans plus tard, on va avoir de nouveau la formation d'un caillot sanguin. Sur 5000 amyosynthèses que j'ai pratiquées, c'est arrivé 2 fois en fait. En 30 ans, j'ai pratiqué 5000 amyosynthèses et cet accident, entre guillemets, de la formation d'un caillot sanguin est survenu 2 fois. Et j'ai pu observer exactement les mêmes comportements. Et je vous en ai fait 3 petites courtes séquences. Hein. Donc ce fœtus mesure, on est à 3 mois et demi, les amyosynthèses on les fait à 17 semaines d'aménorrhée, 3 mois et demi. Et vous allez voir qu'il approche les 2 mains de façon répétitive. Hein, je préfère vous prévenir un petit peu de ce qu'on va observer. C'est orienté dans la durée et en direction de ce caillot. Il semble jouer avec ses pieds et ses mains autour de cet objet. Et ces images sont tout à fait exceptionnelles parce qu'elles montrent un comportement de découverte de ce qui est étranger à son milieu. Et on va le découvrir au travers de courtes séquences que j'ai essayé de vous expliquer. Donc le caillot sanguin, le voilà. C'est cette espèce de ballon souple, hein, un peu plus visqueux que le liquide amniotique ambiant. Autour, c'est le liquide. Hein, vous voyez la main qui le repoussait une première fois. La deuxième main est là. Vous voyez les deux mains, les doigts ouverts. Oh, puis il s'énerve un peu. Il met ses mains au-dessus de son visage. Vous voyez les mains ici. Le caillot est ici. Hop, un mouvement aussi de la main. Et hop, regardez les deux mains qui vont palper le caillot, là. Une main qui s'écarte, l'autre main qui reste contre. Une main qui vient à la bouche. L'autre main qui est contre. Les pieds, vous voyez le coup de pied. Là, je fais un Doppler pour montrer le cordon ombilical. Et vous voyez, regardez le mouvement de la main, là, avec une préhension. Deuxième séquence. Là, on a des coups de pied sur le caillot et la main qui le renvoie. Alors, il joue, je ne sais pas comment on dit, au basket ou à je ne sais quoi. Enfin, il le maintient avec ses pieds, il va le toucher avec sa main. Troisième séquence. La troisième séquence est presque la plus intéressante parce qu'on va avoir comme un mouvement de préhension de la main qui va entourer le caillot. Donc toujours la main ici sur le caillot, l'autre main ici près du visage. Il y a un petit mouvement là, il s'énerve. Et la main, vous voyez, regardez le mouvement de préhension de la main, elle est en crochet là sur le caillot. Je vous laisse observer, il le repousse, là il y a un mouvement, on peut faire de l'allitomorphisme en disant que c'est un mouvement d'agacement. Et regardez comme il le repousse avec sa main, le pied est là, et là, regardez, il le rejette, il veut le rejeter au fond de la cavité. J'accepte l'allitomorphisme, mais après on en discute. Alors, donc ces séquences inédites témoignent en direct de l'activité de découverte du fœtus et de sa réactivité à ce qui se produit. Donc le fœtus est un explorateur tout à fait actif. Hein, c'est le même à 5 mois. Il palpe, il touche, il caresse, il tape, il suce. Il attrape ce qui constitue son monde, les parois utérines, mais aussi le cordon et son propre corps. Il suce son pouce, touche son sexe, se frotte les yeux, tape éventuellement le voisin. Dans cette grande variabilité des comportements, c'est la répétition des mouvements chez un même fœtus au cours de la grossesse, et c'est chez un grand nombre de fœtus qui permet de poser la question d'une ancienneté naissante, entre guillemets, et où une recherche orientée du fœtus. Hein. J'ai des centaines d'heures d'échographie de ce type. Hein. Donc les études de Zoya vont dans ce sens, nous y reviendrons. Un Italien qui a fait une étude intéressante au niveau de la recherche à ce niveau-là.
Donc il y aurait une inscription de traces mnésiques au niveau neuronal en lien avec les expériences vécues, ceci à partir des comportements génétiquement programmés. On pourrait dire que le fœtus fait ses exercices quotidiens comme un babillage moteur, autostimulation sensorimotrice qui vont à leur tour modifier les circuits neuronaux. Alchimie vertueuse entre l'expression du génome et l'environnement. Et qu'est-ce que l'environnement pour le fœtus ? Au plus proche, les parois utérines, le placenta, le cordon, le liquide amniotique. Éléments internes mais extérieurs à lui. Et peut-être la présence d'un autre vivant dedans le jumeau. Mais aussi les informations qui viennent de la sensorialité naissante, le goût du liquide amniotique, les sensations du toucher, et progressivement l'audition des bruits du corps et de la voix maternelle. Tel qu'en parle Maiello, il y a aussi une étude intéressante de Maiello. La voix maternelle passe par le corps de la mère, mais aussi par l'extérieur. Voix donc présente-absente qui constituerait une première alternance. Enfin, plus à distance, les informations venant du monde extérieur. Donc ces informations sensorimotrices internes et ces variations externes introduisent des écarts, une discontinuité dans un milieu aquatique par ailleurs homogène. Jouan, qui interviendra mardi, et Molina, dans leur livre Naissance et connaissance, parlent d'un bébé épigénétique. Mais là, je crois qu'on peut montrer qu'il y a un fœtus épigénétique et, avec des informations qui s'engramment. Ces inscriptions, ces frayages sont en attente de traduction qui auront lieu après la naissance. Le nouveau-né n'est pas une surface vierge. Il a, pendant la vie fœtale, expérimenté, distingué, réagi et enregistré. Ce qui permet de comprendre ses capacités, par exemple quand il reconnaît, dès la naissance, la voix et la langue maternelle. Ceci sera impossible sans cette imprégnation prénatale. Mais concernant la motricité en lien avec la sensorialité, il faut noter une particularité tout à fait étonnante de l'échographie. Certains mouvements comme la pince pouce-doigt ou la prise d'un objet avec les deux mains, on l'a vu un peu avec le caillot, ne sont possibles que bien longtemps après la naissance. Après 5 mois en fait. C'est-à-dire que dans certains domaines, le fœtus serait plus compétent que le nouveau-né. Alors pourquoi ? La naissance met un terme à l'environnement liquidien et donc à l'effet d'apesanteur. On peut faire l'hypothèse que la gravité, la gravitation qui apparaît, modifie la possibilité du nouveau-né à leur entraver. De même, le réflexe de Moreau est absent des observations échographiques. La paroi utérine constitue un arrière-plan souple et enveloppant sur laquelle le fœtus prend appui. Cet arrière-plan, dont on connaît l'importance dans les travaux chez les autistes, contient le fœtus. Il va dans le sens de ce qu'ont découvert Grenier et Bullinger. Grenier, dans les années 80, maintenait le bébé dès la naissance au niveau du dos et de la nuque, dans une certaine position, et celui-ci pouvait alors saisir des objets et utiliser ce que Grenier a nommé dans son ouvrage la motricité libérée. Et en fait, c'est ce qui se retrouve dans la cavité utérine de par l'absence de pesanteur, de par la contenance exercée par les parois d'arrière-plan. On peut penser que ces mouvements que le fœtus a expérimentés et qui vont disparaître à la naissance pour être retrouvés ultérieurement constituent des frayages moteurs qui ne seront réempruntés que bien plus tard. Cette expérience en 2 phases séparées par un temps de latence est une caractéristique de la vie psychique, sexuelle en particulier. La vie utérine constitue bien le premier chapitre pour un certain nombre d'expériences à revivre dans un temps second. Il y a solution de continuité, mais proto-inscription. Comment aller plus loin ? Donc, je vous l'ai expliqué. Je orientais mon activité vers l'échographie et le suivi des jumeaux. Je vous l'ai dit, parce que ça introduit de l'eau dans la cavité utérine. On voulait voir ce qui se passait. Ces films ont nourri le travail du groupe de recherche. Cette situation est une observation in vivo de la présence de l'autre, alors on dit entre guillemets, bien sûr, d'un autre vivant au sein de la cavité utérine. Les questions qui se posent se situent à différents niveaux de recherche, et je vous en renvoie aux écrits de Piontelli qui a ouvert la voie en 1989. En ce qui concerne notre groupe de recherche, nous avons privilégié 3 axes de questionnement. D'abord, le repérage d'une sensorimotricité différente entre les jumeaux. Ensuite, les interactions entre les jumeaux,
en lien avec l'idée d'un proto-objet. Enfin, la recherche en cours, qui est en cours, d'un éventuel continuum entre les comportements observés in utero et après la naissance. Mais ça, c'est en cours, je ne vous en parlerai pas, et ça va prendre pas mal de temps. Je reviens sur l'étude italienne de l'équipe de Zoya, une étude qui a été publiée en France en 2012. Elle apporte des données très intéressantes. Elle concerne la planification des mouvements de la main du fœtus par une étude cinématique. On est un peu plus tard, on a 23 semaines, on a 5 mois. Le fœtus unique a un mouvement planifié plus rapide vers sa bouche que vers son œil, cible présumée plus fragile. L'étude montre que lors de la présence d'un jumeau, le mouvement orienté des mains vers l'autre jumeau est plus précoce, dès la 14e semaine, et plus fréquent que vers son propre corps. Ceci met en évidence que la présence du jumeau dans la stimulation de l'activité de découverte. De plus, le mouvement vers le jumeau est plus long et plus amorti, comme s'il y avait une interaction planifiée avec un proto-autre. Autrement dit, une préconception de l'altérité. C'est ce que je peux en fait observer régulièrement et que je vais vous montrer lors de l'échographie de jumeaux. Il y aura quelques séquences où on observera ces mouvements plus lents ou plus rapides. On peut noter tout d'abord une évolution au cours des interactions au cours de la grossesse. Donc avant 13 semaines, donc avant 2 mois et demi, les jumeaux s'ignorent, les mouvements sont autocentrés. Là, nous sommes dans le cas le plus fréquent, d'une grossesse bicoriale biamniotique. En plus, la cloison qui les sépare est assez épaisse. Et donc, on va voir 2 petits jumeaux. Donc, je vais vous parler de JA ici, qui est à gauche sur votre image, et JB ici. Vous voyez les petits cœurs qui battent. JA est de profil, sa tête ici, sa main. JB de face, avec les yeux ici, son petit cœur qui bat, les 2 mains ici. Pour l'instant, ils sont assez calmes. Et vous allez voir là des premiers mouvements, un petit mouvement de JA. On est à 9 semaines d'aménorrhée, à 1 mois et demi. Et JB également, là, des petits mouvements de JB qui s'agitent un petit peu. Il se retourne. Donc vraiment, c'est une chambre à soi. Je crois qu'on peut c'est évident sur l'image. Certes. Ensuite, je vais vous présenter une grossesse un petit peu plus évoluée, 17 semaines, et là, l'apparition d'interactions. Donc, tête à tête. Vous voyez, ceux-ci, ils sont face à face. Alors, vous voyez, ils sont face à face, parce que on voit les orbites ici, les 2 orbites face à face. Ici, les orbites, donc JA, JB. Et la petite main de JA, là, qui va vers JB. Ça va être intéressant, vous allez voir la main, quand elle s'approche de l'œil, va être plus lente. Vous voyez, hop, une approche vers l'œil. Là, il va aller chercher la main de JB. Vous voyez que la cloison est quasiment invisible à cet âge-là. La main qui s'approche de JB, vous voyez les mouvements assez doux. Hop, là, un petit peu plus sec. Et là, un mouvement qui aurait plu à Zoya, parce que regardez le mouvement sur l'œil, comme un palpé de l'œil. Voilà l'orbite et aussi le globe oculaire de JB. Il s'écarte un petit peu. Du coup, quand même. Il va chercher la main là, de JB. C'est bien JA qui est plus actif sur cette image. Vous voyez, la cloison, on la voit à peine, elle est en doigt de gant autour de la main de JB. Et vous voyez, l'arc de cercle, là, c'est la main, avec la main qui s'avance. La main de JB s'avance vers JA. Un petit coup de coude ici, et il s'écarte. Il met sa main à son oreille. Là, on a l'impression qu'il lui donne à manger. Adultomorphisme accepté. Et JB se retourne. Les mêmes, alors donc JB est en train de se retourner. Séquence suivante, nous sommes à 18 semaines. Séquence suivante, c'est les mêmes jumeaux. Et là, donc JB s'est retourné.
Et on va les voir. Les têtes sont l'une contre l'autre, comme une petite caresse au niveau des têtes. Donc là, JA regarde JB, et JB, on va voir ses orbites ici, il lui tourne le dos. Il est fâché. Et vous voyez la main de JA ici, et comme une caresse sur la nuque de JB. Pas forcément, une caresse seulement. Là, ils sont les têtes l'une contre l'autre, des petits mouvements de rotation de la tête de JB. La main de nouveau qui vient ici. Et il s'écarte. Donc là, on va gagner dans la grossesse, on va aller un peu plus loin, on va être à 24 semaines. Et à 24 semaines, vous allez voir que c'est tout à fait autre chose. Cette séquence à 5 mois montre des mouvements des pieds qui se touchent ou même un véritable combat de boxe qui permet de voir apparaître donc JA sera plus actif, ce sont d'autres jumeaux. Et JB, vous allez voir, met ses mains en défense. Vous allez apercevoir qu'il a les poings devant les yeux comme un comportement de défense. Et on va découvrir ça. Alors JA ici. Alors il faut regarder parce qu'il y a pas mal de choses. Il y a ses deux mains et ses pieds. Donc c'est plutôt de la boxe française. Vous voyez le pied ici. Les boucles que vous voyez en dessous, c'est le cordon ombilical. Vous voyez le pied qui s'approche ici. Ces deux mains-là. Et là, vous n'avez pas encore vu JB, mais ce sont ces mains qui sont ici, parce qu'on observe le cordon ici. Et pareil, la membrane est en doigt de gant autour des mains. Et en fait, vous avez les deux mains de JB devant son visage. Et vous voyez un coup qui est porté. Vous voyez les deux mains ici de JB. Vous voyez le cordon, là, vous le voyez mieux. La cloison, pardon. Et vous la voyez mieux. Et le pied ici qui vient donner un coup sur la main de JB. Vous voyez là, c'est le talon ici qui donne un coup. Hop là, comme une réponse là de JB. Et regardez, il avance ses mains comme pour se défendre. Avec la membrane qui suit, en doigt de gant autour. Vous voyez que cette membrane est extrêmement souple, elle les sépare très peu. Et JA est vraiment un petit boxeur, vous allez voir, très dynamique. Des pieds, des mains, tout y va. Je vous laisse regarder, vous voyez bien la cloison. Là, les deux mains en défense de JB et les mouvements de JA. Le pied là-haut, les mains. Vous voyez le talon ici. De nouveau un coup. De nouveau un coup du talon. Donc voilà des interactions comme on en voit nous tous les jours. Je vous montre quelques courtes séquences comme exemple, mais on avait le choix entre des centaines d'heures d'observation échographique. Donc il y a une évolution au cours de la grossesse, mais au cours d'un même examen, puisqu'on voit qu'en fait, au cours d'un même examen, les choses se précisent. On l'avait bien vu au niveau du fœtus au ballon, au début indifférent à l'aiguille, ensuite indifférent au caillot, et petit à petit se précisait. Alors, en particulier, le premier film du fœtus au ballon, je ne vous montre pas parce que c'est une image un peu difficile à voir, il y avait comme une toile d'araignée qui se formait, il essayait de se dégager, c'était les éléments de fibrine qui semblaient le gêner, il les écartait, et ensuite il a joué avec le ballon. Donc, au cours d'une grossesse, au cours d'un même examen, et une temporalité qui s'inscrit avec une alternance de repli, puis de mouvement et de réponse motrice, comme vous avez vu ici sur nos petits boxeurs. Donc un dialogue moteur qui s'offre à l'observateur. De même que la voix maternelle utérine est présence-absence, le contact avec l'autre jumeau s'inscrirait dans cette alternance d'un là, pas là, anticipation à venir d'un Forda. Rire des psys. Tout était déjà là. Donc ce spectacle, entre guillemets, qui s'offre à nous, d'une vie fétale très active, ne doit pas générer des interprétations trop rapides, pour les rires de tout à l'heure. En tout état de cause, s'il est trop tôt pour parler d'un moi et d'un autre, il semble possible de parler d'expérience d'altérité. L'autre étant ce qui vient du dehors-dedans, perturbé, créer de l'écart, dans la perception du continuum utérin. Ces expériences s'inscrivent dans des traces proto-représentatives de ce qui sera plus tard la relation du sujet à l'objet. En conclusion, je ne pourrais pas conclure sans rappeler la célèbre phrase de Freud, « La vie intra-utérine et la première enfance sont bien plus en continuité que nous le laisse croire l'apparente césure de la naissance. » Fin de citation.
Freud aurait peut-être trouvé confirmation de ce qu'il avançait dans ces images échographiques. L'échographie nous permet maintenant d'aller plus loin avec l'observation d'expériences du fœtus qui s'inscrivent à l'aube de la vie psychique. Mais si les images montrent, elles ne disent rien, nous devons les traduire, les penser. Nous devons parler le fœtus, l'habiller de mots. Il est donc essentiel dans ce type de recherche de travailler en pluridisciplinarité avec analystes et chercheurs, le but étant de mieux connaître in fine l'origine de notre vie psychique grâce au fœtus sapiens.